La commissaire à la santé Stella Kyriakides a pris contact avec ses homologues chinois pour leur proposer la solidarité et le soutien de l'Union européenne, ce qui inclut l'expertise en santé publique et des dons de vaccins européens adaptés aux variants, a indiqué un porte-parole de la Commission, ajoutant que Bruxelles attendait la réponse de Pékin. L'exécutif européen avait déjà indiqué mi-décembre que l'Union européenne était prête à approvisionner la Chine en vaccins, mais sans parler de dons. La Commission n'a pas détaillé le nombre de doses que l'UE pourrait offrir, ni dans quel stock il serait puisé, mais elle a souligné que la nature exacte de l'aide européenne dépendrait de la réponse chinoise. Or, bien que les autorités chinoises ne soient pas revenues auprès de la délégation européenne à Pékin, le Financial Times a rapporté que le ministère chinois des Affaires étrangères lui avait déclaré ne pas avoir besoin de vaccins européens. La filiale chinoise de Standard Chartered a déclaré qu'elle était devenue la première banque étrangère à négocier des contrats à terme sur les obligations du Trésor chinois, et ce alors que le pays déréglemente son marché des capitaux. Les contrats à terme sont des outils clés pour les autorités chinoises qui devraient leur permettre notamment de renforcer l'internationalisation du yuan. Dans le même temps, les autorités du pays ont déclaré que la Chine rouvrira dimanche 8 janvier 2023 sa frontière avec Hong Kong pour la première fois en 3 ans, alors que Pékin accélère la levée des restrictions mises en place pour lutter contre la pandémie de Covid-19. Le bureau chinois des affaires de Hong Kong et Macao a donc indiqué ce matin que les quarantaines concernant les personnes voyageant entre les régions administratives spéciales et le continent ne s'appliqueraient plus, ajoutant toutefois que la transition se ferait de manière progressive et ordonnée. Cela sera-t-il suffisant pour faire redémarrer l'économie de l'Empire du Milieu? Rien de moins sûr, et ce d'autant plus que l'activité dans le secteur des services en Chine s'est contractée en décembre, la progression rapide de l'épidémie de Covid-19 ayant pesé sur la demande. L'indice PMI des services calculé par Caixin s'est établi à 48 le mois dernier contre 46,7 en novembre, restant au-dessous du seuil de 50 qui sépare contraction et expansion de l'activité. Le coût moyen de la main-d'œuvre en France était en 2020 de 39,2 € par heure travaillée, figurant au 5e rang des plus élevés de l'Union européenne, selon une enquête européenne réalisée tous les 4 ans. Notons que la part des salaires dans le coût de la main-d'œuvre varie sensiblement selon les pays en fonction du mode de financement de la protection sociale. Ainsi, les cotisations sociales et autres charges ne représentent que 12,5% du coût du travail au Danemark, du fait d'un financement de la protection sociale par l'impôt. A l'inverse, elles représentent 26,7% du coût du travail en Espagne, 28,4% en Italie et 30,6% en France, un des niveaux les plus forts en Europe après la Suède. En France, le coût horaire de la main-d'œuvre varie significativement selon le secteur d'activité, l'implantation géographique ou bien encore la taille de la société. Il est le plus élevé dans le secteur des activités financières et de l'assurance, avec un coût du travail à 60,3 € et le moins élevé dans l'hébergement-restauration, puisqu'il est calculé à 23,8 €. Avant de poursuivre le programme de notre émission, regardons ce qui s'est passé sur les principales places boursières de la planète hier. Les bourses européennes ont terminé dans le vert pour la 3e séance d'affilée, boostées par des données sur l'inflation allemande et française qui ralentissent, et malgré des indicateurs mitigés de l'activité manufacturière et les offres d'emploi aux États-Unis, alors que les investisseurs attendaient dans la soirée le compte-rendu de la dernière réunion de la Réserve fédérale américaine à Paris. Le CAC 40 a fini la séance en croissance de 2,3% à 6 776 points. Le FTSE a grappillé 0,41% et le DAX a gagné 2,18%. À New York, la bourse a fini en hausse hier, alors même que les sages de la Réserve fédérale américaine se sont dit favorables à une politique restrictive pendant une période prolongée, et ce jusqu'à ce que l'inflation soit sur une trajectoire descendante durable vers 2%, ce qui devrait prendre un certain temps. Le Dow Jones, après une séance très volatile, a gagné 0,4% à 33 269 points. Idem pour le S&P 500 qui a pris 0,75% à 3 852 points. Et le Nasdaq Composite a avancé de 0,69% à 10 458 points. La bourse de Tokyo a fini en hausse ce matin dans le sillage de Wall Street, porté par la progression des valeurs liées aux semi-conducteurs. Le Nikkei a gagné 0,4% à 25 820 points et le Topix, plus large, a grappillé 0,04% à 1868 points. En France, seul le secteur du pétrole et du gaz a lâché du lest. Le secteur est pénalisé par le repli important des cours du brut, comme nous le verrons dans un instant. Le secteur a plié de 2,3%. Tout le reste de la cote a clôturé dans le vert. Les principaux gains sont à mettre à l'actif des biens de consommation qui ont pris 4,34%, des télécoms qui ont gagné 2,77%, des financières qui ont avancé de 2,61% et de la tech en croissance de 2,1%.
0,1%. Score, c'est adjugé la meilleure performance de la séance. Le titre du réassureur a affiché sa troisième séance de hausse d'affilée avec un gain de 7,53% à 24 € le titre. Le groupe gagne près de 12% depuis le début de l'année. OVH a lui cédé 5,42% dans les échanges à 15,10 €. Le titre pâtit d'un secteur délaissé par les investisseurs. Sur le marché obligataire, les rendements en zone euro cèdent du terrain après les chiffres sur l'inflation, les chiffres de recul de l'inflation dans plusieurs pays du bloc. Et en attendant, vendredi, les données sur les prix de l'ensemble de la zone euro, le 10 ans français a lâché 5,23% à 2,77% et le Bund allemand avec la même échéance s'est replié à 2,28% contre 2,37% la veille. Les cours du pétrole ont chuté fortement, plombés par les incertitudes autour de la situation sanitaire en Chine, le premier importateur mondial de brut faisant face à un important regain épidémique de Covid-19. Le Brent, pour livraison en mars 2023, a plongé de près de 5% et repasse sous les 80 $ le baril à 78 $ et 1 cent. Le baril de WTI, lui, pour livraison février 2023, a cédé 4,81% à 73 $ et 38 cents. Le baril, du côté des crypto-monnaies, les hausses observées sur ce marché sont considérées par les analystes comme des pièges haussiers plutôt que comme des signaux de reprise haussière. Le Bitcoin s'est adjugé 0,94% hier et frôle désormais les 17 000 $ à 16 825 $ et l'Ethereum a lui pris 3,42% et s'est changé hier à la clôture à 1 253 $ l'unité. Nous allons marquer une toute première pause dans cette édition du 5 janvier 2022 et comme convenu, nous retrouverons dans un instant en duplex Xavier Fenot pour une analyse, un décryptage de l'ouverture de la séance à Paris. A tout de suite sur Téléfinance.